Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 manières que la dépendance affective sabote ta vie silencieusement, mais surtout comment t'en libérer. Les révélations que je vais te faire peuvent être à la fois troublantes et libératrices. C'est à toi de voir comment tu peux ajuster ce que je vais t'apporter dans cette vidéo. En comprenant les informations que je vais t'apporter aujourd'hui, tu vas voir clairement des pièges qui semblent être invisibles. Et je te garantis que ta perception des relations va complètement changer à la fin de cette vidéo. Ce contenu s'adresse particulièrement aux bonnes personnes et aux personnes qui sont généreuses, donc qui ont la main sur le cœur, mais qui en souffrent. Donc, voici comment la vidéo va être divisée. Premièrement, on va voir que tes besoins sont rendus invisibles, même à tes propres yeux. On va voir comment tu as perdu la capacité d'identifier et d'exprimer tes propres besoins. Deuxième chose qu'on va voir, l'aide qui étouffe. Comment ton besoin de sauver les autres, d'être indispensable pour les autres, masque en réalité une tentative désespérée de contrôler ton environnement pour te sentir en sécurité. Troisième chose, on va observer les frontières effacées. Ces limites personnelles que tu as laissées complètement s'évaporer au point où les autres ne savent même plus sont où tes limites et toi non plus d'ailleurs. Le quatrième point qu'on va voir aujourd'hui de comment ta dépendance affective vient saboter ta vie de manière invisible. Le quatrième point, ta soif insatiable d'approbation ou de reconnaissance des autres. Cette dépendance à la validation externe qui te rend vulnérable aux humeurs et aux opinions des autres. Finalement, en cinquième point, on va aborder l'attachement toxique. Cette conviction profonde qu'on a souvent sans s'en rendre compte qu'une relation, même destructrice, vaut mieux que de la solitude. On a peur d'être seul. Et ça te garde piégé dans des cycles néfastes, toxiques pour toi. Tu vas repartir avec une conscience aiguisée, des mécanismes qui t'ont maintenu et qui te maintiennent probablement encore dans de la dépendance affective. Mais tu vas aussi repartir avec des outils pratiques pour commencer à t'en libérer dès aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser aller comme ça sans te donner quelques outils, mais si tu veux avoir plus d'outils, regarde sous ma vidéo et inscris-toi à ma newsletter. Chaque semaine, j'envoie un courriel avec beaucoup plus d'exercices et d'outils que tu pourras utiliser et c'est tout à fait gratuit. Donc, si on continue dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reconnaître tes schémas, ces mécanismes quand ils apparaissent. Mais le plus important encore, comment les transformer, ces mécanismes-là qui s'enclenchent malgré toi, en mécanismes beaucoup plus sains qui honorent ton être véritable. Avant de plonger dans la première façon comment la dépendance affective sabote ta vie, laisse-moi me présenter brièvement. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Mélanie. Depuis 6 ans, j'ai accompagné des milliers de femmes qui souffrent en amour malgré elles, malgré leur succès remarquable dans toutes les autres sphères de leur vie. J'enseigne aux femmes à développer leur leadership de cœur, à rendre leur cœur plus intelligent. Et c'est un processus qui commence toujours par soi. J'ai créé plusieurs programmes d'auto-formation, de libération des programmes inconscients, ainsi qu'un programme spécifique sur l'art de dater en conscience et de bâtir un couple conscient. Maintenant, examinons la première manière que la dépendance affective sabote ta vie, l'invisibilité de tes propres besoins. J'ai moi-même passé des années à penser, à croire que l'amour véritable, c'était se sacrifier, même un sacrifice total, à s'oublier complètement. Chaque relation que j'ai eue, c'était comme un exercice d'effacement personnel. C'est comme si je disparaissais de plus en plus je m'investissais dans la relation. Dans le fond, plus je me sacrifiais, mais je m'en rendais pas compte. Je pensais que pour être aimée, je devais devenir indispensable, que je devais résoudre les problèmes des autres, anticiper leurs besoins et m'assurer qu'il n'y avait jamais à affronter les conséquences de leurs actes. J'étais toujours là pour éponger les dégâts, finalement. Ça me rappelle justement la semaine dernière, une personne que j'accompagne, Sophie, qui me racontait avoir passé 3 heures au téléphone avec son ex, un homme qui n'était pas disponible émotionnellement, qui jouait souvent le chaud et le froid avec elle, mais encore une fois, il traversait une crise difficile. Et qui mieux que Sophie pour l'écouter et le comprendre et le rebooster? Il venait littéralement constamment chercher de l'énergie, du temps, de l'attention, du réconfort avec Sophie, malgré qu'il avait été clair que c'était terminé puis qu'il ne reviendrait plus avec elle. Elle gardait de l'espoir.
Donc, Sophie, elle avait un rendez-vous crucial le lendemain dans son travail avec un client important, mais elle est quand même restée jusqu'à 2 heures du matin avec son ex au téléphone qui racontait tous ses problèmes. Elle a mis ses propres besoins de sommeil et de préparation pour son client le lendemain au bénéfice de son ex parce qu'elle se disait, de cette manière-là, il va voir que je mets tout de côté, que je sacrifie tout, puis c'est lui la priorité. Il va sûrement le reconnaître un jour. On se dit souvent ça. Résultat, le lendemain, elle était fatiguée, elle n'était pas préparée. Elle aurait pu perdre son client. Heureusement, elle a su rattraper les choses. Son ex avait encore joué de la manipulation, de séduction, de « Ah, Sophie, viens me sauver, j'ai besoin de toi, personne d'autre que toi va me comprendre. » Bien sûr, Sophie, elle a un grand cœur, un très grand cœur. Par contre, elle joue encore le rôle de la sauveuse et de la deuxième maman de son ex. Et Sophie le sait, il va encore disparaître pour un certain temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille ensemble à mettre en place des changements. Et malgré que le fait que Sophie le sache, que ça, c'est pas bon et intelligent pour elle, c'est plus fort qu'elle, puis elle continue à le faire. Par contre, cette fois-ci, tout le long qu'elle était au téléphone avec lui, elle se rappelait de ce qu'on avait travaillé ensemble et elle se le disait mentalement. Qu'est-ce que tu fais, Sophie? Tu es encore en train de t'oublier. Tu es encore en train de faire passer les besoins de cet homme-là qui a été clair avant tes propres besoins. Parce que la réalité, c'est que quand on essaie de mettre un changement en place, ça ne se fait pas en 2 minutes parce que notre système, c'est un système de survie qui s'enclenche. On veut se faire aimer par survie émotionnelle. L'histoire de Sophie résonne énormément avec moi parce que j'ai vécu ce même type de situation plus d'une fois, comme plusieurs femmes que j'accompagne d'ailleurs. J'appelle ça de l'amour toxique et c'est un piège subtil dans lequel on tombe sans même nous en rendre compte. En réalité, c'est cet événement-là avec Sophie qui m'a donné l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Comme moi avant, tu n'as probablement pas compris la dépendance affective comme je te l'expliquais aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager 5 façons dont la dépendance affective a saboté ma vie de manière invisible. Mais d'abord, un petit topo sur qu'est-ce que la dépendance affective. En réalité, dans les années 1980, les psychologues qui travaillaient avec des familles d'alcooliques ont remarqué un schéma. Pendant que l'alcoolique était dépendant de l'alcool, le partenaire ou les proches devenaient dépendants affectifs, obsédés par le contrôle ou la réparation de l'autre personne. Leur identité et leur bien-être étaient complètement liés au comportement et aux problèmes des autres. C'est devenu des sauveurs. Une dépendance affective vient avec un programme de sauveuse. Et on entre en dépendance affective. Et la dépendance affective, en réalité, c'est une survie émotionnelle. Et ça va bien au-delà de l'addiction. Elle touche toutes les relations où tu abandonnes tes propres besoins au bénéfice des besoins des autres. Tu deviens tellement préoccupé par les besoins des autres que tu mets tes besoins complètement de côté. C'est pourquoi que je dis que le point numéro 1, c'est que tes propres besoins deviennent invisibles. Tu perds contact de plus en plus avec toi-même. Pour moi, le sacrifice a commencé tôt dans ma vie. Mes parents ne comprenaient pas mon hypersensibilité et le fait que je captais les émotions des autres. Pour me faire aimer, j'ai compris que je pouvais avoir de la valeur aux yeux des adultes si je me rendais indispensable. Si les adultes pouvaient s'appuyer sur moi pour ma maturité, mon sens des responsabilités, même si j'avais 10 ans. Résultat, pour me faire aimer, je mettais tous mes besoins de côté pour être sûre d'être hyper vigilante et de capter tous les besoins des autres et d'aller au-devant même avant qu'on me demande. Et bien sûr, ça a eu beaucoup de conséquences. Alors voici la première conséquence de la dépendance affective qui a saboté ma vie. J'étais incapable de reconnaître mes propres besoins. Pendant des années, quand quelqu'un me demandait qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'avais de besoin, j'étais incapable de répondre. Je disais, peu importe, comme tu veux, je vais choisir comme toi, fais ce que tu veux, ça va être OK pour moi. Dans tous les domaines de ma vie, j'étais complètement pas capable de reconnaître un besoin, un désir et même pour un choix de quelque chose à boire. Et je ne le faisais pas nécessairement par gentillesse, mais réellement parce que je ne savais plus comment être à l'écoute de mes besoins. C'est comme si j'avais désappris ça. En réalité, j'avais peur. J'avais peur de ne pas être aimée et donc j'avais mis tous les besoins des autres au-delà en priorité de mes propres besoins à moi. Mon système avait appris par défense
à ne plus être à l'écoute de mes besoins, à ne plus demander qu'on réponde non plus à mes besoins. Et mon système, bien, lui, il devenait heureux si je rendais une autre personne heureuse. Et on va voir dans quelques instants comment ce point-là aussi, il devient très problématique et donc ça a des graves conséquences. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait avec un amoureux et je le laissais choisir tout, l'emplacement, où est-ce qu'on est allé, où est-ce qu'on a dormi, qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on buvait, les activités qu'on faisait. Puis, à la fin du voyage, semblait avoir bien été parce que je disais rien, justement, sur chaque fois qu'on me demandait est-ce que c'est OK pour toi, est-ce que ça te plaît, etc. Je disais toujours oui parce que j'osais pas dire qu'est-ce que moi j'aimais puis qu'est-ce que j'aimais pas. La réalité, c'est que c'était complètement pas du tout ce que moi j'avais pensé et ce que j'avais besoin. Résultat, à la fin du voyage, j'ai éclaté. J'étais en colère, j'étais frustrée et bien sûr, mon copain, à ce moment-là, il ne comprenait pas du tout. Pour lui, c'était une surprise et il se demandait vraiment ben, qu'est-ce qui se passait, si j'étais bipolaire ou quoi. Parce que tout le long, j'avais fait comme si de rien n'était, que tout allait bien, puis c'est juste à la fin que tout a éclaté. Bien sûr, moi-même, je comprenais même pas à cette époque-là qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est comme s'il y avait une goutte qui avait fait déborder le vase, puis là, ça l'a explosé. J'avais tendance à exploser, donc j'explosais parce que justement, j'étais comme une cocotte minute qu'on essaie de contenir, de retenir des besoins, des désirs, qu'on répond pas à ça, puis à un moment donné, ça veut juste comme s'exprimer et ça l'explose. Le problème avec ne pas reconnaître toi-même tes propres besoins, c'est ça, c'est qu'éventuellement, ça va imploser puis exploser parce que tu vis du ressentiment à l'intérieur de toi. Tu te fais violence à toi-même, mais on met ça souvent sur le dos des autres. Aujourd'hui, je voudrais que tu apportes ton regard plus sur l'intérieur de toi. En réalité, que les gens abusent de nous et ne respectent pas nos besoins ou sont même pas à l'écoute de nos besoins, bien, on devrait peut-être aller voir si nous, on est premièrement à l'écoute de ça, puis on est en capacité de les reconnaître et en capacité de les exprimer. Puis le ressentiment, bien, il empoisonne, premièrement, il t'empoisonne toi de l'intérieur, mais il empoisonne aussi les relations. Parce que dans le cas que je viens de te présenter, mon copain, il voulait me faire plaisir. Il aurait bien voulu être à l'écoute de mes besoins, mais moi, je disais que tout allait bien. Moi, je disais que non, c'était parfait. Alors, il n'a jamais pu faire un changement de quoi que ce soit pour répondre à mes besoins parce que je ne lui ai pas laissé la possibilité de le faire. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'exemple aujourd'hui, je vais te montrer un angle qui était différent pour peut-être avoir une perspective justement neuve sur la dépendance affective puis comment que ça nous affecte et ça affecte nos relations à l'autre. La réalité, c'est que quand on est toujours à l'écoute des besoins des autres puis qu'on n'est plus à l'écoute de nos propres besoins, c'est vraiment l'image qui me vient. C'est comme si j'étais en train de mourir de faim puis que j'étais constamment en train d'aller nourrir les autres. C'est vraiment violent de se faire ça à soi. Puis bien sûr qu'éventuellement, on va en vouloir à la terre entière parce qu'on est en train de mourir de faim, on est en train de souffrir. La réalité, c'est que la nourriture dans ça, bien, c'est une nourriture d'amour de soi, de respect de soi qu'on doit apprendre à s'offrir pour ne pas être en survie émotionnelle. Quand une personne se plaint, la plupart du temps que les gens ne sont pas à l'écoute de ses besoins, la première chose que je demande, c'est est-ce que tu connais tes besoins et est-ce que tu es capable de les exprimer clairement? Sans obliger l'autre à y répondre, car tes besoins, c'est ta responsabilité. Ce n'est plus la responsabilité de tes parents si tu es un adulte ou d'un autre humain. Tu es responsable de toi maintenant. Tu peux avoir un besoin de me nourrir et aller dans la rue et demander de la nourriture à tout le monde. Les gens ne sont pas obligés de me nourrir. Je ne suis pas une victime. Je dois prendre mes responsabilités et trouver de la nourriture. Donc, aller chercher de la nourriture parce que je vais aller à l'épicerie, parce que je vais aller chez une amie, peu importe, dans un centre qui va te donner de la nourriture, c'est le service qu'ils offrent, mais je dois cesser d'être mendiante et d'en vouloir au monde entier. Mendier, c'est un choix et prendre action pour aller me chercher de la nourriture, c'est un autre choix. Je dois être consciente de ces deux possibilités. Qu'est-ce que tu peux faire si tu vis ce que je viens de te présenter? Premièrement, commence par te demander plusieurs fois par jour, qu'est-ce que je veux maintenant? Donc, à chaque instant. Au début, tu vas peut-être pas avoir de réponse claire. Ça peut être difficile, cet exercice. C'est normal. Ton muscle de savoir de toi-même, c'est un peu atrophié. Donc, on devra être patiente et bienveillante pour l'entraîner à nouveau. Mais avec le temps et de la patience et de la bienveillance, tu vas reconnecter avec ton essence et avec tes besoins. La deuxième manière
que l'amour déséquilibré a saboté ma vie, c'est que j'étais obsédée par le contrôle déguisé en aide. Je croyais sincèrement qu'en contrôlant tout, j'aidais les autres. En réalité, j'orchestrais en coulisses une chorégraphie de contrôle. Puis le contrôle, en réalité, c'est un mécanisme de survie pour se sécuriser dans un chaos émotionnel, dans une perte de repère avec soi. Si je pouvais anticiper et résoudre chaque problème de mon partenaire, alors je me disais inconsciemment, peut-être que s'il a absolument besoin de moi, que je deviens indispensable, il va rester proche de moi. Donc, je contrôlais son environnement pour que monsieur n'ait à penser à rien, parce que de cette manière-là, ça me sécurisait moi. Je me rendais indispensable pour qu'il ne puisse pas envisager de me quitter. J'ai mis du temps à comprendre cette réalité douloureuse. Puis la réalité, c'est que profiter de l'aide puis de la générosité d'une personne, c'est pas réellement de l'amour. Puis c'est pas ça qui va faire qu'une personne va rester avec toi pour bâtir une relation équilibrée. J'ai pourtant longtemps confondu être utile à quelqu'un et de l'amour. Persuadée que si j'étais indispensable, ça voulait dire que cette personne-là, elle tenait à moi. Mais la réalité, c'est que quelqu'un pouvait vraiment vouloir que je m'occupe de ses affaires, que je prenne soin de ses choses, que je sois comme une deuxième mère pour lui. Mais la réalité, c'est que c'est pas réellement de l'amour. En tout cas, c'est pas le type d'amour aujourd'hui que j'aspire à bâtir dans mon couple. L'aide véritable, c'est elle renforce l'autonomie puis que ça nous donne une liberté. Donc, je veux pas faire pour l'autre ce qu'il peut faire, puis pendant ce temps-là que moi, je m'occupe pas de mes choses. Aujourd'hui, j'ai compris que plus je veux réellement aider une autre personne, plus je vais faire en sorte qu'elle soit autonome. Le contrôle déguisé en aide, en fait, renforce la dépendance. Des fois, c'est la dépendance des deux côtés. En réalité, quand tu essaies de prendre le contrôle de la vie d'une personne, oui, tu te rends indispensable, mais tu l'empêches d'être une personne qui est responsable. Tu l'empêches même de grandir souvent. On fait ça avec les enfants la plupart du temps. Une mère qui est insécure, si ça te parle, elle va faire tout pour être le plus indispensable à son enfant. De cette manière-là, elle s'assure qu'il va rester auprès d'elle, qu'il va avoir besoin d'elle. Donc, comment changer ça? Pose-toi cette question. Est-ce que l'aide que j'apporte à cette personne, ça lui permet d'être plus fort et plus autonome? Est-ce que ça nous maintient dans une relation de dépendance, moi ou l'autre? Si c'est la deuxième option, c'est pas de l'aide, c'est de la dépendance et c'est du contrôle. La troisième façon que la dépendance affective a saboté ma vie, c'est que j'avais des limites inexistantes ou des limites que dans ma tête que je n'avais pas du tout exprimées aux gens alentour de moi. Ni mes partenaires, ni mes enfants, ni mes amis, ni mes patrons. Je ne savais pas mettre des limites. Pour moi, mettre des limites, c'était un signe d'irrespect envers l'autre personne ou un signe que je n'étais pas une personne gentille. Donc, moins je mettais mes limites, moins je me faisais respecter, plus je souffrais. En réalité, des limites, c'est très sain et ça s'apprend, mettre des limites. Ça s'apprend de dire non. Ça s'apprend parce qu'on s'aime et parce qu'on se respecte. Et quand on dit tout part de nous, bien c'est vraiment le cas. Quand on apprend à le faire à l'intérieur de soi, pour soi, par la suite, on est capable de le dire de manière claire à l'extérieur, bien c'est presque de la magie parce que le respect commence à s'installer dans notre vie et ça vient complètement changer nos relations. Des limites, c'est vraiment indispensable pour toute relation saine. Ça définit où est-ce que tu t'arrêtes et où est-ce que l'autre commence, et vice-versa. Mais quand tu souffres de dépendance affective, cette frontière, elle devient floue, presque inexistante. Moi, je croyais réellement que mettre des limites, c'était être égoïste. Que dire non, c'est parce que j'aimais pas assez l'autre personne. J'ai laissé des gens me parler de manière irrespectueuse, m'abuser alors que j'avais même pas dit que j'étais pas disponible ou que c'était trop pour moi. Puis on pourrait aller dans plusieurs domaines, dans plein de détails. C'est pas l'objectif ici. Je suis certaine que tu as déjà plein d'idées qui t'apparaissent, des pensées qui te rappellent des événements dans ta vie, peut-être d'il y a longtemps ou peut-être d'il y a une journée seulement. Quand on commence à observer notre vie puis qu'on se dit « Wow, c'est vrai, j'ai pas mis mes limites. » On peut pas seulement blâmer les autres de dépasser nos limites qui sont même pas claires pour nous, puis pas exprimer clairement à l'autre personne. J'ai souvent laissé même des gens m'utiliser, m'abuser, selon leur bon vouloir, sans exprimer ma douleur ou ma colère, juste parce que je pensais que moi, j'avais pas le droit de mettre mes limites ou que c'était pas bien de mettre des limites, c'était égoïste de mettre des limites. C'est ce qu'on m'avait appris. La réalité, c'est que mettre des limites, ça signifie pas que tu n'aimes pas l'autre personne, mais ça signifie que tu t'aimes et que tu te respectes.
Et ça, c'est une grande différence. Ça signifie que tu t'aimes assez pour communiquer clairement ce qui est acceptable pour toi puis ce qui ne l'est pas. Les limites saines, c'est pas des murs, c'est des portails qui permettent aux bonnes choses d'entrer puis aux mauvaises choses de rester à l'extérieur. Attention, mettre des limites, c'est quand une personne n'est pas respectueuse, pas pour contrôler. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre ces deux choses. On ne met pas de limite à une personne qui n'est pas intéressée à venir passer du temps avec nous ou qui ne répond pas au téléphone, à part si c'est un partenaire puis que c'est un engagement qui a été clair au départ. C'est bien important de mettre les choses au clair. Si tu exiges à une personne de devoir t'appeler alors qu'elle ne te doit rien, ça, ce n'est pas mettre tes limites, c'est du contrôle et un contrôle, c'est mis en place quand on souffre d'insécurité et ou de dépendance affective. Comment commencer à t'en libérer? Identifier une situation où tu te sens souvent pas respectué, mal à l'aise ou est-ce qu'on abuse de toi. Formule une limite claire et exprime-la clairement. Donc ça prend un certain temps pour savoir, elle est où ta limite, parce que souvent on ne sait même pas, je veux qu'il arrête ou je veux pas que ça aille plus que là, mais on a de la difficulté, même nous, à le verbaliser ou à le mettre sur papier. Donc, c'est un premier exercice important. Par exemple, de dire à une personne, je ne suis pas disponible au téléphone après 23 heures, donc si tu m'appelles, attends-toi à ce que je ne réponde pas. Et ensuite, c'est la partie difficile, c'est de respecter ce que tu dis. Donc, si tu as avisé la personne qu'après 22 heures, tu ne réponds pas, à part pour une urgence, capable de le faire. Donc, si jamais elle redépasse tes limites et que tu as été clair avec, tu dois ne pas répondre, à part s'il y a une urgence. On ne peut pas en vouloir à une personne de dépasser nos limites si nous-mêmes, on ne respecte pas ces limites-là. Et aussi si les limites n'ont pas été clairement dites. La quatrième manière dont l'attachement insécure, donc la dépendance affective a saboté ma vie, c'est que j'avais besoin de validation extrême constamment. Ma valeur personnelle dépendait entièrement du regard des autres, de la validation des autres. Chaque décision, chaque action devenait un calcul de ce qui plairait, de ce qui correspondrait aux besoins des autres, plutôt que ce qui était bon et intelligent pour moi. Je passais des heures à analyser des messages, l'expression des gens, presque leur respiration des gens qui m'entouraient, du son de la voix de mon partenaire, à la recherche d'un signe d'approbation ou de désapprobation. Si je recevais un compliment, j'étais euphorique. Si je recevais une critique, même petite ou constructive, j'étais complètement détruite. Je me souviens d'avoir changé de tenue 8 fois avant d'aller dans un rendez-vous qui était important pour mon conjoint. Paralysée par la peur de ne pas plaire, je pense que c'était avec des collègues ou quelque chose comme ça. Puis en réalité, c'était pas de la prudence, c'était une obsession. J'avais peur de décevoir mon conjoint ou une personne qui était présente lors de cette soirée. Puis la validation externe, c'est comme une drogue, c'est vraiment une obsession. On devient addictif. Plus tu en consommes, plus tu en as besoin de ce regard des autres, de l'approbation, de la validation de l'extérieur. Puis comme toute dépendance, ça te satisfait jamais. Et pour t'en libérer, tu dois apprendre à te valider toi-même. Comment? Commence par observer ton dialogue intérieur. Est-ce que tu es ton pire critique? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une petite caméra sur l'épaule qui te surveille constamment? Est-ce que tu parlerais à un ami comme tu te parles à toi-même? Est-ce que tu es ta meilleure amie? Pratique l'auto-observation puis l'auto-compassion. Quand tu fais une erreur, au lieu de te critiquer, dis que c'est des choses qui arrivent. Sois bienveillante et douce avec toi. Comment tu parlerais à un enfant dans cette situation? Parle-toi à toi-même avec cette même gentillesse, cette même patience. La cinquième manière dont la dépendance affective a saboté ma vie. Je restais dans des relations toxiques beaucoup trop longtemps, autant amoureuses qu'en amitié et même familiales. La peur d'être seule est au cœur du sacrifice de soi. J'étais convaincue que même une relation toxique, il valait mieux que d'être seule. Ce que j'ai appris, c'est que parfois la chose la plus aimable que tu peux faire pour toi-même et pour l'autre, c'est de partir. Rester dans une relation à sens unique, une relation où tu obliges l'autre à être là. Tu te fais abuser constamment, ça n'aide personne, y compris toi. Ça maintient même les deux personnes dans des schémas malsains. Tu continues à contribuer au fait que l'autre personne, c'est correct qu'elle abuse, c'est correct qu'elle soit toxique. Donc, ce comportement-là, il est toxique en soi de laisser une autre personne abuser. Comment savoir quand partir? Pose-toi cette question. Est-ce que cette relation me permet d'être moi-même? Est-ce que cette relation me permet de grandir? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que mes besoins sont considérés importants?
Si la réponse est non, bien, il est temps de reconsidérer cette relation. Se libérer de la dépendance affective et non guérir, parce que c'est pas une maladie, la dépendance affective, c'est un long voyage. On doit se libérer de tous les anciens programmes inconscients qu'on a accumulés au fil du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Défaire une programmation et n'en remettre une nouvelle en conscience. Il va y avoir des rechutes, des moments où ce que tu vas trouver ça difficile, où tu vas retomber dans des anciens schémas malgré toi. C'est normal, sois patiente envers toi-même. Aujourd'hui, je suis dans une relation saine et équilibrée. Je connais mes besoins et je les communique clairement pour mon bien-être et pour le bien-être des relations qui sont dans ma vie. J'aide les autres sans essayer de les contrôler. Je me donne beaucoup de liberté aussi et beaucoup plus de bien-être de cette manière-là. J'ai des limites très solides, mais flexibles si je décide qu'il le soit. Je trouve ma validation intérieure plutôt qu'extérieure, même si un compliment, ça fait toujours plaisir. Puis je sais que je peux être seule sans me sentir incomplète. J'espère que tu as apprécié la vidéo et les petits exercices. Comme je l'ai dit, si tu t'inscris à ma newsletter, tu vas recevoir des exercices supplémentaires à chaque semaine. Les détails sont sous la vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, merci de laisser un pouce et un commentaire sur ce que tu as apprécié le plus. Ça aide toujours l'algorithme de YouTube à propulser la vidéo encore plus vers d'autres personnes comme toi qui ont besoin d'entendre ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Rappelle-toi que la libération de la dépendance affective, c'est pas égoïste. Apprendre à t'aimer puis à te respecter correctement fait en sorte que tu t'aimes beaucoup plus, beaucoup mieux et tu deviens capable d'aimer les autres de manière beaucoup plus saine aussi, d'une manière libre et authentique. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même et aux personnes que tu aimes. Prends soin de toi, je te dis à bientôt.